Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Elisabeth Réveillé-Borgella. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors Elisabeth, vous êtes en dernière année de doctorat en histoire moderne franco-écossaise à l'université d'Édimbourg. Votre thèse porte sur Esmé Stuart d'Aubigny, qui a vécu de 1542 à 1583, qui est un courtisan français et favori du roi Jacques VI d'Écosse. Votre thèse est encadrée par Juliane Gouder. Alors, aujourd'hui, on va partir pour l'Écosse. Vous êtes d'ailleurs là-bas en ce moment. Et on va partir pour une des séries actuelles disponibles sur Netflix qui a bien mis en avant l'Écosse. On en a parlé, mais on en a parlé pour les dernières saisons, pour les saisons 4 et 5 qui se déroulent en Amérique. Aujourd'hui, on va faire un retour en arrière, à la fois chronologique et spatial. Et on va revenir au début de cette série-là. Vous allez, Elisabeth, nous parler aujourd'hui de la série Outlander des saisons 1 et 2. Alors peut-être pour commencer, parce qu'on avait avec Virginia Dan, bien sûr, pris soin de ne pas vous spoiler et donc vous laisser faire. Est-ce que vous pourriez revenir au départ et présenter le pitch de la série, en tout cas pour les saisons 1 et 2? Oui, bien sûr. Alors, Outlander, c'est une série qui commence à l'automne 1945, où Claire Randall, qui est une infirmière, part en lune de miel avec son mari Frank, qui est historien. Ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale et ils n'ont pas pu profiter de ce moment-là, du coup, pour célébrer leur lune de miel. Et ils partent en Écosse, dans les Highlands, à Inverness, et Frank, le mari de Claire, en profite pour faire des recherches généalogiques, et notamment sur un de ses ancêtres, Jonathan Randall, qui est le capitaine des dragons de Sa Majesté, et qui apparaîtra dans la série après. Pendant leur séjour donc, dans la capitale des Highlands, Inverness, le couple en profite pour mieux connaître la culture locale et notamment les rites liés à Samhain, qui est une fête celtique qu'on associe aujourd'hui à Halloween, qui les emmène vers Craignadoon, qui est un cercle de pierre fictif aux alentours d'Inverness. Donc, ils observent tous ces rites et puis ils reprennent leur vie normale de visite, de recherche. Pendant que son mari continue ses investigations, Claire, elle, retourne au cercle de pierre par curiosité et à ce moment-là, elle va sentir un bourdonnement très fort qui l'attire vers la pierre principale et elle est tellement attirée qu'elle va poser ses mains sur cette pierre et elle se retrouve transportée en 1743. Donc, elle est bouleversée et elle tente de comprendre ce qui se passe. Et là, elle entend des coups de feu et en fait, elle se retrouve au milieu d'un combat entre les Redcoats, qui sont les soldats anglais, et les locaux écossais. Et elle manque de se faire violer par un des Redcoats, qui n'est autre que Jonathan Randall, l'ancêtre de son mari. À ce moment-là, il y a un Écossais qu'elle ne connaît pas encore qui la sauve et qui l'emmène avec lui auprès de son chef de clan. Donc, après énormément de péripéties qui l'amènent à vivre avec le clan donc Mackenzie. Et c'est un séjour qui est non sans rebondissement parce qu'elle est anglaise et qu'elle se retrouve transportée, qu'elle se retrouve en Écosse. Lors de son séjour avec les Mackenzie, elle fait la rencontre avec... elle fait la connaissance avec James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, dit Jamie au plus court, avec qui elle se marie pour échapper aux Anglais. Et elle va tomber follement amoureuse de lui et lui va tomber follement amoureux d'elle. Entre-temps, elle se rend compte que Dougal Mackenzie, qui est le frère du chef du clan Mackenzie, lève des fonds secrètement pour la cause jacobite. Rapidement, parce que je vais en parler beaucoup, la cause jacobite, c'est une cause qui supporte la restauration de la dynastie catholique des Stuarts sur les trônes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Claire, comme elle a été transportée dans le passé, elle sait que cette cause est vouée à l'échec. Et elle prévient son mari, Jamie, que l'histoire donc, donne raison aux Anglais et ils décident ensemble d'empêcher cette rébellion et la fameuse bataille de Culloden qui a lieu en avril 1746 et qui marque en fait le début des clearances ou le déplacement forcé de la population des Highlands et la fin d'une certaine culture des Highlands et de la culture de clan.
Donc ça, c'est la première saison. Dans la deuxième saison d'Outlander, donc Jamie et Claire vont à Paris, ils sont obligés d'aller en France et ils en profitent à ce moment-là pour rencontrer la figure des Jacobites, donc Charles-Édouard Stuart dit Bonnie Prince Charlie, qui est un des prétendants au trône d'Angleterre et d'Écosse. Et ils essayent de tout faire pour que y ait pas que les financements n'arrivent pas et que du coup cette rébellion n'ait pas lieu. Dans la saison 2, en France, ils vont aussi découvrir beaucoup le luxe à la française, c'est presque un peu cliché, notamment dans Claire et sa relation avec une de ses amies. Voilà. Et en même temps, ils vont en profiter pour rencontrer des personnages historiques. Ils rencontrent Louis XV, Joseph du Vernet et le comte Saint-Germain, qui est une figure un peu mystique dont on va reparler plus tard. Sauf que à la fin de leur période parisienne, ils se rendent compte que c'est pas possible d'empêcher cette rébellion et du coup, ils retournent en Écosse et ils vont quand même essayer sur place de changer le cours d'histoire. Donc ça, c'est le pitch des 2 saisons. C'est tiré des livres de Diana Gabaldon, du tome 1, Le Chardon et le Tartan, qui est sorti en 91, et la saison 2 du tome 2, donc Le Talisman, qui est sorti en 1992. Outlander, elle a été adaptée en série par Donald D. Moore en 2013. C'est une série qui est distribuée par Starz. Il y a plusieurs réalisateurs, John Dahl, Brian Kelly ou encore Anna Foster. Et c'est un scénario qui a été adapté par pour la télévision, par Ronald D. Moore, Tony Graffia ou Diana Gabaldon, entre autres, qui a écrit 1 ou 2 épisodes de la série. Ce qui est intéressant, c'est que donc cette série, c'est une série très locale. Elle a été beaucoup filmée en Écosse, sauf la période parisienne qui a été filmée à Prague, il me semble. Et il y a eu une attention portée sur le casting aussi, puisqu'ils viennent des îles britanniques, dont Claire, qui est jouée par Catherine Balfe, elle est irlandaise. Jamie est jouée par Sam Ewan, qui est un Écossais. Et d'autres personnages, comme le personnage de Colum et de Dougal, sont interprétés par des Écossais. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une attention qui a été portée là-dessus. Donc, la première saison, elle est diffusée en 2014 aux États-Unis et en 2015 sur Amazon Prime au Royaume-Uni. Alors, s'il y a un petit décalage entre la diffusion américaine et la diffusion britannique, c'est qu'il y a une raison politique derrière, parce que l'histoire de l'Écosse, c'est encore beaucoup d'actualité, c'est revendications locales. En fait, en septembre 2014, les Écossais ont dû se prononcer en faveur ou non de l'indépendance du pays. Et les autorités britanniques, notamment le Premier ministre de l'époque, David Cameron, craignaient que la série ravive encore plus la flamme du nationalisme écossais et donc qu'elle joue en faveur du oui à l'indépendance. C'est pas anodin ce choix parce qu'au cœur d'Outlander se trouve la thématique de l'identité écossaise et ses spécificités qui sont mises en opposition à l'Angleterre. Pour ce qui est de la saison 2, elle sort normalement partout en 2016. Donc voilà, et ensuite la saison 3 que j'évoquerai un tout petit peu parce que il y a la fin de l'intrigue de la saison 2 qui se déroule lors du premier épisode de la saison 3 est sorti en 2017 il me semble. Ce qui est aussi intéressant dans cette série, c'est la place de l'histoire est assez importante. Donc déjà, on a la figure de Frank, qui est le mari de Claire au XXe siècle, qui lui-même est historien et qui va faire découvrir à Claire, pendant leur voyage de noces, des endroits importants de l'histoire des Highlands. Quant à Claire, grâce à ses propres connaissances qu'elle a notamment acquises avec son oncle, qui lui-même est historien et archéologue, et celles qui lui ont été transmises par son mari, elle va tenter plusieurs fois de changer le cours de l'histoire. Donc, il y a quand même une conscience de l'histoire qui est grande dans cette série. Et on voit soit elle veut changer le cours de l'histoire, comme on l'a vu avec la rébellion jacobite, faire en sorte que justement ce soit les jacobites qui gagnent à la fin, mais aussi par de simples conseils. Par exemple, elle va donner dans l'épisode 14 de la saison 1 un conseil à la sœur de Jamie de planter des pommes de terre pour justement qu'ils ne souffrent pas trop des futures famines qui vont arriver.
Vous l'avez dit en introduction, c'est très intéressant la place de l'histoire et de l'histoire de l'Écosse en particulier dans Outlander. Et j'aimerais maintenant que vous nous présentiez peut-être, Elisabeth, un moment clé, peut-être inconnu pour nous en France, c'est l'histoire de ces Highlands et en particulier avec tout ce qu'on voit, vous l'avez dit, les Mackenzie par exemple, cette histoire des clans si particulière et des clans qui se reconnaissent entre eux, notamment bien sûr avec les blasons, mais surtout par exemple sur les tartans. Oui, tout à fait. C'est vraiment mis au cœur de la série, ces clans, les Highlands, leur culture, leur identité. Déjà, dans toute la saison 1 et la moitié de la saison 2, l'action se déroule dans les Highlands, où on peut trouver la traduction des Hautes-Terres en français. Donc, c'est une région de l'Écosse qui va des îles des Orcades au nord jusqu'à l'île d'Arran au sud, englobant toutes les îles de l'ouest de l'Écosse. Et à l'est, la frontière passe pas très loin de Stirling, si vous l'allez voir sur une carte. La grande différence entre les Highlands et les Lowlands, du coup les basses terres, c'est la langue. Donc il y a une division de l'Écosse vraiment culturelle. Donc entre le 15e et le 20e siècle, les habitants des Highlands parlaient le gaélique écossais. J'y reviendrai après, mais c'est bien montré dans la série cette particularité linguistique parce que le gaélique est parlé par les membres du clan Mackenzie. C'est un choix qui a été fait par les showrunners qui nous permet aussi de nous mettre dans la peau de Claire qui est vue comme une étrangère, comme une Sassenach, car elle est anglaise. Et du coup, ça montre cette spécificité, ça montre vraiment cette spécificité. Mais il faut aussi savoir que l'utilisation de l'anglais par ces Highlanders, elle n'est pas anachronique parce que en 1707, il y a eu l'acte d'union. Et après ça, il y a eu une campagne d'anglicisation des Highlands dans le but d'unifier le royaume de Grande-Bretagne. Une autre spécificité des Highlands, c'est la société de clans. Claire, elle va le rencontrer très rapidement dans l'épisode 1 puisqu'elle est présentée au clan Mackenzie. Et elle va ensuite aller vivre avec eux en tant que guérisseuse, mais aussi prisonnière. Et elle va être du coup aux premières loges pour observer cette organisation qui est très singulière. Donc, la société de clans dans les Highlands, il faut quand même le dire, elle est sur le déclin avant 1745, mais elle est encore la base de l'organisation de la société dans les Highlands. Donc, la société de clans, elle découle du système féodal en place dans toute l'Écosse lors du Moyen-Âge, mais après le XIVe siècle, cette organisation ne dominera plus que dans les Highlands et dans les îles. Donc, un clan, puisqu'on en parle beaucoup, c'est généralement un groupe de personnes qui appartient à une ou plusieurs familles. Par exemple, dans la série, on voit Glenna Fitzgibbons, plus connue sous le nom de Mrs. Fitz, qui est la principale gouvernante du château de Lyoch. Elle appartient au clan Mackenzie, mais elle n'est pas de la famille Mackenzie puisqu'elle est une Fitzgibbons. Même si tous les membres du clan ne viennent pas directement de la même famille, une des caractéristiques de cette société, c'est la loyauté, et c'est cette loyauté envers ce clan qui les unit au final. Le clan, il peut aussi se définir par son territoire. Les familles et les clans sont établis sur des terres qu'elles dominent depuis des années et ils ont souvent des châteaux familiaux attachés justement dans ces régions. Et parce que le clan se définit par son territoire, le pouvoir du clan repose sur la terre parce que les clans vivaient de la terre. C'est leur source de richesse et aussi de revenus, mais c'est une source de conflit aussi, puisque entre les différents clans, puisque plus le territoire est grand, plus le pouvoir est étendu et plus les richesses sont importantes. Le clan est dirigé par un chef dont la fonction première est d'être un chef de guerre, il faut le savoir. Le chef de clan, donc, il contrôle les terres. Il peut aussi se faire juge lors de querelles dans son clan ou entre les tenanciers. Dans la série, c'est le chef de clan des Mackenzie, c'est Colum Mackenzie, qui est l'oncle maternel du héros Jamie. Mais en fait, il a une particularité, c'est qu'il a ce que Claire a diagnostiqué comme étant le syndrome de Toulouse-Lautrec. Donc, il ne peut pas assurer toutes les fonctions de chef de clan. Donc, ces tâches, elles sont reléguées à son frère Dougal Mackenzie. Et on va voir dans la série que la relation entre les deux frères est très compliquée à cause de ce partage de pouvoir. Dougal prend donc la place du chef de guerre et il endosse aussi le rôle de celui par qui va continuer la lignée des Mackenzie puisque Colum n'est pas capable de donner un héritier à sa famille.
Dans le système clanique, les forces militaires du clan étaient rassemblées par le collecteur d'impôts pour le chef de clan. Donc, pour le clan Mackenzie, il s'agit de Dougal. Le collecteur, c'est aussi celui qui était en charge de la distribution des terres et des ressources. Ce qu'on appelle le taxman, il est responsable de la collecte des loyers, comme on le voit dans l'épisode 5 de la saison 1, où Dougal va collecter les loyers du clan Mackenzie, et on remarque que ces loyers ne sont pas forcément payés en monnaie. On voit qu'ils récoltent des denrées alimentaires, des animaux ou de l'argent comme moyen de paiement. Donc ça, c'est un peu pour définir ce que c'est un clan. Mais dans la série, on ne voit pas que les Mackenzie, il y a aussi les Frasers of Lovat, Frasers of Lovat, qui est la famille paternelle de Jamie. Ces deux clans, donc les clans Mackenzie et Frasers of Lovat, ils ont réellement existé. Donc les vrais Mackenzie sont établis dans le Ross-shire, à l'ouest d'Inverness, ce qui est assez cohérent avec ce qui est montré dans la série. Et leur base, c'est le château de Liod, qui a évidemment servi d'inspiration à Diana Gabaldon pour le livre, pour le château de Liok. Quant aux Frasers of Lovat, on voit ce clan plutôt dans la deuxième partie de la saison 2. C'est un autre clan des Highlands qui est basé à proximité d'Inverness. Donc, ces clans des Highlands ont une culture très forte et très propre à eux, et c'est bien montré dans la série grâce aux péripéties de Claire et Jamie avec les différents clans qu'ils fréquentent. Alors justement, ça serait très très intéressant que vous insistiez peut-être sur ce moment, cette culture clanique telle qu'on la montre, telle qu'on la voit à travers parfois des cérémonies, à travers des rites aussi qui sont propres à cette Écosse jusqu'à cette époque-là, jusqu'à au moins la bataille de Culloden, hein, qui va, vous l'avez dit, hein, marquer une vraie rupture dans cette culture clanique. Alors comment est-ce que Outlander aborde tout ça et nous le montre ? Alors, il y a un épisode, c'est l'épisode 4 de la saison 1, qui s'appelle le serment d'allégeance ou gathering en anglais, qui est l'un des épisodes qui montre le plus le fonctionnement clanique et les coutumes qui y sont liées. Donc, dans cet épisode, le clan Mackenzie se prépare au gathering, littéralement le rassemblement, c'est-à-dire la réunion de tous les membres du clan autour de leur chef, donc Colum. Et ça va être aussi l'occasion pour tous les hommes du clan de prêter serment à leur chef. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, la loyauté a une place vraiment très importante dans le système clanique. Dans son discours qui précède les serments, Colum insiste sur les notions d'honneur et de défense de clan. Et lorsque les hommes prononcent leur serment, ils font évidemment référence à ces valeurs et promettent que s'ils trahissent leur clan, ils devront alors mourir sur le champ. Donc, on voit tout ça, tout ce côté cérémoniel dans cet épisode. Mais cet épisode, il montre aussi les limites de ce système, au final, avec le personnage de Jamie. Parce que pendant que les hommes du clan Mackenzie prêtent serment, lui, il se cache pour éviter de devoir le faire. Mais il est découvert par les hommes du clan lorsqu'il aide Claire à s'échapper du château. Et il est obligé alors de prêter serment, mais c'est un gros risque pour lui. Ça s'explique par le fait qu'il n'est pas entièrement un Mackenzie. Donc, même si le clan n'appartient pas forcément à la famille, lui, il est à moitié Mackenzie, à moitié Frasers of Lovat. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, s'il prête serment, il deviendra donc prétendant au titre de chef de clan parce qu'il revendiquera cette appartenance à la famille. Et du coup, ça le mettrait en compétition avec son oncle Dougal pour la place de chef après le décès de Colum. Et s'il ne prête pas serment, par contre, il sera considéré comme un traître et sera sûrement assassiné dans la minute qui suit. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais il arrive à s'en sortir en déclarant qu'il ne peut pas prêter serment, car il ne peut prêter serment qu'aux Frasers of Lovat, mais qu'il va demeurer loyal au Mackenzie en tant que membre de la famille et il va obéir aux ordres de Colum tout le temps où il sera sur les terres du clan. Donc, on voit vraiment qu'au cœur de la société clanique, il y a les liens du sang qui sont importants, mais aussi la loyauté et cette notion de territoire, de terre. Dans ce qu'on voit d'autre aussi qui est marqué et ce qu'on aurait pu penser être très associé à la culture clanique, c'est le tartan. Donc, ce tissu typique écossais fait de laine au motif à carreaux. Mais on va voir que c'est un peu plus compliqué.
que ça. Donc, l'histoire de l'usage des tartans comme marqueur d'une appartenance à une famille ou à un clan est encore débattue par les historiens. Mais on peut dire que le tartan était, en tant que tissu, que pièce pour s'habiller, était quand même déjà très populaire dans les Highlands au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais son usage, en fait, comme distinction entre les clans, on voit la première apparition vraiment en 1746 lors de la bataille de Culloden pour certains clans. Ce qui est associé au tartan aussi, c'est les couleurs qui vont distinguer les familles. Donc, dans la série, les couleurs du clan Mackenzie des Frasers of Lovat, ce n'est pas celles qui sont associées au clan aujourd'hui. Ces couleurs des Mackenzie des Frasers of Lovat, elles sont apparues qu'au XIXe siècle. Jamie, il va porter les deux tartans, donc dans un premier temps, le tartan des Mackenzie, et puis lors de son mariage, le tartan des Frasers of Lovat, dans l'épisode 7 de la saison 1. Pour arriver à se sortir de tout ça, la costumière Terry Dressback a fait un choix qui a été de s'inspirer des couleurs de la nature des Highlands qui étaient disponibles au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle a pris les couleurs qui auraient été disponibles pour faire les teintures et du tissu tartan, et du coup pour créer des couleurs différentes des clans Mackenzie et Fraser. Le tartan, c'est une chose une des choses qu'on a associées à la culture des Highlands et aux clans, mais comme on l'a dit déjà tout à l'heure, il y a aussi la langue gaélique qui se pose comme marqueur culturel et identitaire, un peu en opposition à l'identité anglaise. Justement, la thématique de l'identité écossaise est l'un des fils conducteurs de la série, qui est exploité notamment grâce au fait que Claire, qui est anglaise, est la narratrice. C'est elle qui fait la voix off, et du coup, on voit sa découverte de l'Écosse et ses pensées dans la série. Et parce que le XVIIIe siècle est aussi une époque importante pour l'identité écossaise, et surtout pour celle des Highlands, puisqu'elle suit l'acte d'union de 1707 et donc la volonté d'unification des Highlands, de la Grande-Bretagne, pardon. Donc, parmi les marqueurs de l'identité écossaise et surtout celui des Highlanders, qui on le voit tout de suite, et c'est une chose auquel on pense quand on pense à l'Écosse, c'est le kilt, qui est un costume qui est largement porté dans la série. Donc, la première mention du kilt dans des documents ne date que du XVIe siècle. Et c'est important de le redire parce qu'on sait que dans certains films sur l'Écosse, il y a eu des petites erreurs qui ont été faites sur le kilt. Ce kilt, c'est une longue pièce de tissu de laine, souvent en tartan, qui s'enroule autour de la taille dans un premier temps, et après avoir sécurisé cette partie avec une ceinture, le reste du tissu se porte soit autour d'une épaule, soit simplement autour de la taille en complément de la première partie basse. Et tout comme le tartan, cet habit traditionnel était vu par les Anglais comme une revendication identitaire des rebelles des Highlands. Donc, on a le kilt, qui est vu justement comme un symbole identitaire très fort, mais aussi le gaélique, qui était considéré par les Anglais vraiment comme un marqueur d'opposition à l'Angleterre, mais aussi comme un indicateur de l'appartenance à la résistance dans les Highlands. On le voit dans la série Outlander qu'il y a la revendication de l'identité écossaise, comme on vient de le voir, mais cette revendication, elle se fait également en opposition aux Anglais, qui sont présentés comme les méchants, qu'on se le dise, notamment comme le personnage du capitaine Jonathan Randall, qui est un personnage sadique qui torture Jamie à plusieurs reprises. La saison 1, elle montre bien cette opposition, parce que c'est une manière d'introduire d'une certaine manière la rébellion jacobite que couvre amplement la deuxième saison. Donc, on le voit dans l'épisode 5 de la première saison, Claire se rend compte que lors de la collecte de loyers pour le clan Mackenzie, cette tournée sur les terres du clan sert également à lever des fonds pour la cause jacobite. Donc, ces moments de collecte se font le soir dans les tavernes, car ils sont informels et interdits, sachant qu'il y a des patrouilles anglaises dans les Highlands assez souvent. Donc, c'est Dougal, l'oncle de Jamie, qui s'occupe de ça et qui s'adonne au même rituel chaque soir. Premièrement, il va délivrer un discours sur l'importance de soutenir la cause,
Puis, il va utiliser Jamie comme exemple de la barbarie anglaise pour émouvoir son public. Donc, en fait, Jamie, il a fait un séjour en prison quelques années avant le début, avant qu'il rencontre Claire. Et à ce moment-là, il a été torturé par Jack Randall et ce capitaine des dragons de Sa Majesté lui a donné des centaines de coups de fouet dans le dos dont il porte encore les cicatrices en 1743. Et en fait, ces scènes, elles servent vraiment à souligner le rejet des Anglais et à souligner le point de vue des Écossais que Claire décrit en voix off comme des hommes fiers et passionnés qui vivent et respirent pour le drapeau bleu et blanc. L'identité écossaise en opposition aux Anglais, elle est également marquée dans l'épisode 6, lorsque Claire et Dougal sont conduits de force à la base militaire anglaise par des Redcoats. Il y a alors une rencontre entre les militaires anglais et Dougal qui n'est pas sans remous, évidemment. Les Anglais se moquent ouvertement de son accent, de son kilt, comme on l'a vu, deux éléments très forts distinguant les Highlanders. Au début du XVIIIe siècle, les Anglais et les habitants des Lowlands, donc les basses terres d'Écosse, considéraient effectivement les Highlanders comme des barbares dénués de civilisation, opposés à tout concept d'ordre et de loi, et ce qu'on voit et ce qu'on a vu être faux, puisqu'ils ont une société bien organisée. Cette vision du coup de l'identité écossaise et celle des Jacobites aussi, en opposition à l'Angleterre, fait partie d'une conception en fait de cette époque-là romantique qui a été propagée notamment par Walter Scott, le célèbre écrivain écossais au XIXe siècle. S'il y a effectivement un lien entre l'expression de l'identité écossaise et de l'identité jacobite, il faut faire attention à ne pas confondre les deux, puisque le jacobitisme n'est pas qu'un mouvement écossais, c'est aussi un mouvement européen, mais ça, on en parlera plus tard. Alors, ce qui est aussi important à voir, on parle depuis tout à l'heure d'histoire essentiellement, on va dire, politique, hein, à travers les clans, à travers leur fonctionnement, à travers aussi, vous l'avez dit, même si c'est différent, la révolte jacobite. J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à l'histoire culturelle, c'est-à-dire qu'on voit à travers Outlander certaines scènes du passé, et justement que les showrunners ont décidé de mettre en avant à travers le personnage de Claire. Alors, c'est ce que moi j'ai trouvé intéressant, notamment la médecine, la place de la médecine, avec Claire qui arrive du XXe siècle, qui apporte sa science médicale de l'époque et qui est qualifiée par les contemporains du XVIIIe siècle de guérisseuse. Alors, comment c'est montré à l'écran et comment est-ce que petit à petit d'ailleurs Claire va jouer un rôle majeur dans ce côté-là, et rôle majeur qu'elle va garder toutes les saisons, y compris jusqu'en Amérique où à Fraser's elle est le véritable médecin du village. Alors comment est-ce qu'on voit ça dans les saisons 1 et 2 en Écosse, Elisabeth? Alors, c'est important, comme vous l'avez souligné, pour Outlander de donner une grande place à la médecine, puisque Claire, avant de voyager en 1743, elle était infirmière et elle a notamment servi dans l'armée anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dès le premier épisode de la saison 1, elle met ses compétences au service du clan Mackenzie qu'elle vient de rencontrer en soignant l'épaule d'émise de Jamie. Et donc, à partir de ce moment-là, elle comprend qu'elle a une carte à jouer pour se faire bien voir des Mackenzie et essayer de retrouver son mari au XXe siècle en utilisant ses compétences. C'est vraiment un des fils rouges au final de la série, comme vous l'avez bien dit, sur toutes les saisons, parce que Claire, elle est souvent sollicitée pour ses compétences médicales, que ce soit de la médecine domestique ou de la médecine de guerre, elle a vraiment ce rôle-là de guérisseuse. Donc, évidemment, le problème qui va lui être posé, c'est que la médecine ne s'exerce pas de la même manière au XVIIIe siècle et au XXe siècle. Donc, elle doit s'adapter avec les ressources qu'elle trouve au cœur de la nature et puiser dans ses connaissances contemporaines pour soigner au mieux. Donc, elle se présente elle-même comme guérisseuse, en fait, puisque les métiers de la santé étaient, à cette époque-là, encore réservés aux hommes. Donc, cette position, au début de la saison 1, cette position de guérisseuse lui permettra d'obtenir des Mackenzie un endroit où vivre pendant quelques jours avant son supposé départ pour retourner dans son époque. Bien qu'en réalité, elle devient leur prisonnière, Claire, elle met ses connaissances au service d'une médecine qu'on appelle la médecine domestique.
Pour ce qui est de la médecine domestique, donc la médecine qui se fait à la maison, c'est souvent les femmes qui étaient en charge de faire les listes d'ingrédients et de confectionner ce qu'on va appeler les recettes. Et la médecine a été souvent exercée aussi par les femmes, que ce soit la Lady of the Manor, qui est souvent la femme du seigneur local, ou la Wise Woman, c'est-à-dire une femme qui connaissait amplement le pouvoir de guérison des herbes et des traditions qui relèvent un peu de la magie. Donc Claire, elle était considérée à ce moment-là comme la Wise Woman du château de Leoc. Donc, la médecine domestique, elle se conçoit à partir de produits naturels qui étaient souvent des herbes et des plantes qu'on pouvait trouver directement dans la nature. Mais il y a aussi, on pouvait les trouver dans des jardins où ces herbes étaient plantées spécialement. Et c'est assez bien montré dans l'épisode 2 de la saison 1, où Claire, en fait, elle va se balader dans les jardins de Leoc pour cueillir des plantes. Et lors de cette balade, elle rencontre l'énigmatique Gaylis Duncan, qui elle aussi prépare des remèdes. Donc, elle n'utilise pas aux mêmes fins que Claire, comme on va le voir plus tard. Mais elle se retrouve à ce moment-là pour cueillir des plantes qui vont servir à la médecine domestique. On voit vraiment que tout au long de la série, les connaissances de Claire sur les plantes vont lui servir régulièrement pour soigner les différentes maladies, mais aussi pour soigner certaines blessures. Et puis, il y a aussi dans ce domaine d'histoire sociale, d'histoire culturelle, un autre aspect important qu'on voit dans ces 2 premières saisons, surtout au début, c'est quelque chose d'ailleurs qui souvent dans l'imaginaire collectif est imaginé plutôt au Moyen-Âge. Alors là, c'est très bien resitué par les showrunners, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, on voit bien à travers le procès qui est fait, où Claire d'ailleurs est accusée et risque sa vie, clairement. On voit que dans ces sociétés du XVIIIe siècle, on a encore comme cela des croyances qui envers cette sorte de magie qui sont relativement importantes. La série le montre très bien. Oui, en effet. Alors, avant d'être accusée de sorcellerie, Claire, en tant que guérisseuse, on va lui demander une potion. C'est Lyrie, la petite fille de Miss Fitz, qui va lui demander une potion pour que Jamie tombe amoureuse d'elle. Parce qu'on pense à cette époque que du coup, si on sait faire si on sait soigner, on sait aussi faire des potions ou jeter des sorts. Donc, il y a à ce moment-là un vrai basculement dans l'utilisation des connaissances de Claire et de la médecine à la sorcellerie. Et en fait, c'est pas étonnant parce que certains habitants des Highlands et d'autres régions reculées de l'Écosse avaient tendance à considérer les soins médicaux comme une forme de magie. Donc, évidemment, Claire ne donne pas à Lyrie une vraie potion, c'est un produit factice. Mais Lyrie, elle croit dur comme fer à cette forme de magie. Donc, le personnage de Lyrie est important parce que donc, elle est follement amoureuse de Jamie, mais lorsqu'elle se rend compte que Claire et Jamie se sont mariés, elle place alors un porte-malheur sous leur lit pour que leur mariage échoue. Et on voit déjà dans un premier temps que la place importante des croyances non religieuses, on voit alors qu'il y a une place importante des croyances non religieuses dans les Highlands et qu'il y a une vraie croyance dans la puissance de la nature. Avant de parler de la sorcellerie, je voudrais revenir également sur un épisode de la saison 2 où Claire est encore au centre des croyances surnaturelles, puisque Jamie présente sa femme comme étant la Dame Blanche. Il est à un moment donné où il ne veut pas aller voir des prostituées avec ses compagnons de beuverie, et du coup, pour couper court à toute tentative, il dit que sa femme est la Dame Blanche. Et la Dame Blanche est une figure qui est très présente dans la culture des pays celtiques, qui est associée à Masha, qui est la reine de la mort. C'est donc un personnage d'une blancheur extrême. Et elle est également pensée comme une figure fantomatique. Et en fait, ce rôle qui est donné à Claire par Jamie cette idée que Claire est la Dame Blanche, ça va se répandre dans Paris et à Versailles, puisqu'elle va être appelée par le roi Louis XV lui-même à user de ses pouvoirs pour déterminer qui, entre le comte Saint-Germain, qui est un personnage historique réel dont la vie est entourée de légendes, c'est très intéressant, mais je n'ai pas le temps de le développer ici. Donc, on déterminer qui, entre le comte Saint-Germain et maître Raymond l'apothicaire, est coupable de sorcellerie.
Et puisque Claire rend, entre guillemets, ce service à Louis XV, il fera libérer Jamie qui est emprisonnée. Donc, on voit déjà qu'il y a toute cette sorte de croyance surnaturelle, mais en effet, Outlander va encore plus loin, puisque dans l'épisode 11 de la saison 1, Claire, elle est accusée de sorcellerie avec Gaylis Duncan par Lyrie, qu'on a déjà évoquée, puisqu'elle est amoureuse de Jamie et qu'elle veut se débarrasser de Claire. Donc, la sorcellerie et la chasse aux sorcières, elles ont une énorme place dans l'Écosse de l'époque moderne, notamment sous le règne de Jacques VI d'Écosse, qui a régné entre 1567 et 1625, et le fameux procès des sorcières de North Berwick de 1590, dont l'amie de Claire tire son vrai nom, puisqu'une vraie Gaylis Duncan a existé et a été condamnée pour sorcellerie en 1591 lors de ce procès de North Berwick, et elle a été brûlée vive. Donc, l'Écosse, c'est vraiment un des royaumes européens où la chasse aux sorcières a été la plus importante, donc, notamment sous l'impulsion du roi Jacques VI, qui a écrit un livre qui s'appelle Démonologie, dans lequel il approuve et il encourage la chasse aux sorcières vraiment. Donc, entre 1500 et 1736, l'Écosse compte plus de 1500 exécutions pour sorcellerie et plus de 90 personnes qui étaient jugées étaient exécutées. L'une des raisons pour lesquelles il y a eu tant d'exécutions en Écosse, c'est la torture qui était utilisée illégalement. Donc, sous la torture, les femmes, parce que c'est beaucoup une histoire de femmes, même s'il y a eu des hommes condamnés, elles confessaient en fait être des sorcières sous la torture. Cette partie-là, elle n'est pas montrée dans Outlander, puisque une fois arrêtée après avoir été dénoncée, comme souvent dans les cas de sorcellerie, ça provient d'une dénonciation des voisins, Claire et Gaylis, elles sont mises dans une grotte fermée en attendant leur procès. Dans ce procès, on voit, c'est très bien retranscrit. Dans ce procès, on voit que les Gaylis et Claire sont accusées d'avoir eu des relations avec le diable. Et c'est vraiment une spécificité écossaise dans les procès pour sorcellerie. On accusait souvent les sorcières d'avoir eu des relations sexuelles avec le diable. Donc, lors du procès de Claire et Gaylis, Gaylis, elle veut sauver Claire et elle va le faire en confessant avoir eu une relation avec le diable. Et pour ça, elle va le prouver par une marque sur son épaule, qui est en fait la marque du vaccin contre la petite vérole, parce que Gaylis vient également du futur. Mais à ce moment-là, cette marque sur son épaule, elle va faire l'effet d'une révélation encore plus grande pour les gens qui assistaient au procès. Et pour appuyer encore ce point et pour vraiment convaincre l'Assemblée et le jury qu'elle a eu des relations avec le diable, elle se déshabille, se met quasiment nue et montre son ventre de femme enceinte qu'elle clame être la preuve de sa relation avec le diable dont elle dit être la maîtresse. Globalement, le procès qui est dépeint dans la série, il est assez réaliste et historiquement juste, notamment parce que Claire, elle est accusée de sorcellerie aussi puisqu'elle a sauvé un petit garçon de ce que les habitants pensaient être une malédiction, mais en fait, mais qui se révèle être un empoisonnement. Donc, elle arrive à le guérir. Et en fait, lors de son procès, le prêtre qui a administré les derniers sacrements au petit garçon, il témoigne en la faveur de Claire. Mais l'Assemblée, elle retourne l'argument contre Claire en criant que si elle avait réussi à détourner un prêtre de sa foi, c'est qu'elle était une sorcière. Et on le voit, il y a un autre exemple de procès où on parle de guérison inattendue. C'est un procès qui se passe en 1643 à Édimbourg. C'est le procès de Janet Barker, où elle confesse d'elle-même, je pense sous la torture, avoir guéri un jeune garçon d'une maladie grâce à la sorcellerie. Donc, on voit qu'on a essayé de prendre un peu des codes des procès de sorcellerie déjà bien présents dans l'histoire de l'Écosse. Si la narration de la sorcellerie dans Outlander est juste, il faut quand même noter qu'elle est chronologiquement faussée, puisque le dernier procès pour sorcellerie a eu lieu dans les années 1720 en Écosse, et qu'en 1735, il y a le Witchcraft Act qui abolit la chasse et l'exécution des sorcières en Grande-Bretagne. Donc, si les croyances au surnaturel persistent en Écosse, les autorités ne condamnent plus les accusés, mais ils ont plus tendance à condamner les accusateurs. Donc, on voit vraiment qu'ils ont pioché dans divers procès de sorcellerie de l'époque moderne, mais qui ne respectent pas la chronologie des chasses et des procès aux sorcières. Et ça, c'est un choix qui a été fait par l'autrice des livres, Diana
Gabaldon, où elle assume et elle dit « Je voulais vraiment un procès de sorcellerie. Je sais que c'était historiquement pas juste, mais c'est peut-être la seule fois où j'ai un peu joué sur les dates. » Alors par contre, ce qui est peut-être beaucoup plus juste, même si historiographiquement, pardon, c'est marqué différemment, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, cette Écosse de la cause jacobite qui se déroule dans cette première moitié du XVIIIe siècle et qui se termine sur le champ de bataille de Culloden. Comment est-ce que les showrunners montrent ça et comment est-ce que vous, qui connaissez l'historiographie sur l'Écosse, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment est-ce que c'est réaliste là-dessus ou est-ce que il n'y a pas peut-être une certaine vision qu'on pourrait qualifier de romantique, comme vous avez dit tout à l'heure, de cette cause sur l'indépendance de l'Écosse? Alors oui, en effet, il y a un parti pris dans la série, mais je pense que pour commencer, il est temps de redéfinir plus en détail ce que c'est que le jacobitisme et son histoire avant 1745. En fait, le jacobitisme, déjà rien que le nom, ça vient de Jacobus en latin, qui est le nom Jacques en français et James en anglais. Et ça fait référence au roi Jacques II d'Angleterre et Jacques VII d'Écosse. Donc, Jacques II, il est le 4e roi de la dynastie Stuart à régner conjointement sur l'Écosse et l'Angleterre. Et il accède au trône en 1685, mais rapidement, il adopte des mesures qui sont très impopulaires, notamment avec la venue d'un représentant du pape à Londres. Donc, il faut savoir à cette époque-là que l'Angleterre et l'Écosse étaient plutôt protestantes. Donc, déjà, il y a ce petit problème de religion qui va après avoir plus d'importance. Donc, en 1688, pour éviter qu'une dynastie catholique s'installe définitivement sur le trône, il y a certains anglicans qui vont appeler Guillaume II d'Orange à renverser Jacques II, puisque Guillaume II est le petit-fils de Charles Ier, qui est le roi et qui est le père, de Jacques II, et il est le mari de la fille de Jacques II. Donc, Jacques II est complètement Jacques II, il fuit alors l'Angleterre pour trouver refuge en France parce qu'il a bien compris que il a plus sa place sur le trône, en tout cas pour le moment. Et il va trouver refuge donc à Saint-Germain-en-Laye. Donc, les jacobites, ce sont les personnes qui supportent le retour de la dynastie Stuart sur le trône d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, considérant que la nouvelle dynastie, qui va être la dynastie des Hanovre par la suite, ce sont des usurpateurs. Donc, il y a eu une première rébellion jacobite en 1715 en Écosse, qui est menée par le fils de Jacques II, qui s'appelle Jacques-François-Édouard Stuart, dit le vieux prétendant. Mais c'est un échec, car les soldats jacobites étaient bien moins nombreux comparés aux soldats de l'armée britannique. En 1743, ce fameux Jacques-François-Édouard Stuart, il nomme son fils, le prince Charles-Édouard Stuart, dit Bonnie Prince Charlie, comme régent, et il le laisse agir en son nom. Et c'est cette figure, c'est Bonnie Prince Charlie, qui va être en première ligne lors de la rébellion de 1745. Donc, toute cette partie sur le jacobitisme, on le voit vraiment dans la saison 2 d'Outlander, et c'est une vision effectivement assez romantique dans la lignée des historiens et des écrivains écossais du 19e siècle, parce que la série, elle présente cette rébellion un peu comme un conflit uniquement interne à la Grande-Bretagne, presque comme une guerre civile, sauf que c'est une vision erronée. Cette conception de la rébellion comme opposant catholique et protestant et opposant écossais et anglais, elle est faussée parce qu'en fait, le mouvement jacobite est beaucoup plus large que cette simple opposition. Il y a eu des jacobites qui étaient anglais, irlandais, français, écossais. Il y en a qui venaient des Highlands, des Lowlands. Il y a des jacobites qui étaient protestants. Donc, c'est un mouvement beaucoup plus global que ce qui est présenté dans la série. En termes de réalité historique, sur la participation des clans Mackenzie et Fraser, c'est assez bien fait. Donc, comme on le sait, ce sont des clans qui ont réellement existé. Le clan Mackenzie, lors de la rébellion jacobite de 1745, il était divisé en deux. Donc, il y a eu des jacobites qui ont été menés par George Mackenzie, comte de Cromarty, en opposition aux loyalistes. Donc, les loyalistes, c'est ceux qui soutenaient le gouvernement britannique. Et eux, cette deuxième
division du clan Mackenzie, c'est le vrai chef de clan, donc Kenneth Mackenzie, seigneur de Fort Rose, qui était à la tête de ces compagnies combattant les Stuarts. Les Frasers of Lovat, ils ont une histoire tout aussi non linéaire avec le jacobitisme. Donc, au XVIIIe siècle, le clan est dirigé par Simon Fraser, seigneur de Lovat, surnommé le Renard. On le voit dans l'épisode 8 de la saison 2, le personnage que Jamie et Claire vont rencontrer est un vrai personnage qui a vraiment existé. Donc en fait, ce personnage, lors de la première rébellion jacobite, il prend le parti du gouvernement britannique et va combattre contre les jacobites. Sauf qu'en 1745, il décide de soutenir Bonnie Prince Charlie. Et dans la série, c'est bien montré ce retournement, puisque quand Jamie et Claire sont de retour en Écosse, il va tenter de convaincre son grand-père, puisque Simon Fraser est le grand-père de Jamie, de rallier le clan des Jacobites. Au final, dans la série, c'est le fils Simon Fraser of Lovat qui mène les hommes au combat. Et c'est historiquement juste, et c'est bien montré, puisqu'en fait, Simon Fraser a réellement envoyé son fils combattre aux côtés des Jacobites parce que lui, il était malade et qu'il ne pouvait pas le faire. Le mouvement jacobite, il est aussi représenté dans la série par les batailles. Donc, on en voit deux. Sur les nombreuses batailles qu'il y a eu lors du soulèvement de 1745. Donc, on voit celle de Preston Pans ou la bataille de Gladsmuir qui a eu lieu le 21 septembre 1745 et celle de Culloden, donc le 16 avril 1746. Le choix de ces représentations des batailles, c'est pas anodin, ça a été vraiment pensé puisque la bataille de Preston Pans a été remportée par les Jacobites et que la bataille de Culloden signe la fin de la rébellion et la fin de la culture des Highlands. Donc, la première bataille représentée, donc, c'est celle de Preston Pans. Donc, après s'être emparée d'Édimbourg, l'armée de Bonnie Prince Charlie, qui est composée d'environ 2000 hommes, rencontre celle de John Cope, qui est le militaire anglais, à Preston Pans, le 20 septembre 1745, c'est un lieu à quelques kilomètres d'Édimbourg. Et au lieu d'attaquer directement les Anglais, l'armée jacobite, elle décide d'attendre le petit matin pour être moins exposée aux armes à feu, en fait, des Anglais. Et c'est très bien montré dans la série, c'est très bien mis en scène, puisque le fils d'un fermier local montre un chemin qui n'est pas cartographié aux jacobites. Et cette anecdote que l'on voit dans la série, elle s'est vraiment passée. Et en fait, ça va permettre aux jacobites d'avancer masqués vers l'armée anglaise. Et ils vont attaquer au petit matin. La bataille, elle dure qu'une trentaine de minutes, mais elle est remportée par l'armée de Bonnie Prince Charlie, qui au final ne comptera que peu de décès dans ses rangs, comparé aux Anglais qui ont perdu plus de soldats. Cette bataille, donc, elle est finalement reconstituée dans la série et elle marque aussi un point important, c'est parce qu'elle va donner vraiment un élan à l'armée jacobite qui se décide de se diriger vers le sud du pays et de marcher sur l'Angleterre avant d'arriver à Londres. Donc, c'est assez bien montré dans l'épisode 11 de la saison 2. Sauf qu'à cause d'un manque de soutien significatif et les armées ennemies étant à leur trousse, les Écossais doivent faire demi-tour et remonter dans le nord. Quant à la bataille de Culloden, elle est montrée sur 2 saisons. Donc, on voit les préparatifs dans les derniers épisodes de la saison 2 et le premier épisode de la saison 3 s'ouvre sur les images des corps des soldats écossais qui ont été terrassés par l'armée du général Cumberland. Et donc, on voit ça, puis on voit Jamie qui se réveille, désolée pour le spoil, et qui se met à se souvenir de cette bataille. Et c'est par ces flashbacks, en fait, qu'on va voir la bataille. Alors, c'est très bien fait, esthétiquement, c'est très beau. Et historiquement, c'est pas mal représenté aussi, puisque les Anglais, en fait, ont décidé de se servir de leurs armes à feu dans un premier temps, armes à feu que les Écossais avaient moins. Donc, ils utilisent les armes à feu dans un premier temps et on voit que ça a été destructeur pour les troupes jacobites qui ont été décimées en moins d'1 heure. Donc ça, c'est vraiment, on voit un peu des batailles, des combats corps à corps entre les Écossais, les jacobites et les Anglais, mais vraiment cette tactique d'utilisation d'armes à feu qui a été vraiment déterminante pour les Anglais et très bien montrée dans la série. Et
cette bataille de Culloden et cette représentation a vraiment été pensée par les showrunners, par le réalisateur et toute l'équipe technique qui a veillé à rendre la bataille historiquement juste à l'aide d'un historien et de consultants. Et c'est allé jusque les détails dans les costumes, notamment. On a fait attention qu'ils portent bien les bonnes armes, tout ça. Ce qu'on trouve de très intéressant ici, Elisabeth, dans cette série-là, c'est de voir le rôle de la France. Un rôle qui a longtemps été oublié, hein, cette Old Alliance, c'est-à-dire cette idée que l'Écosse a pendant été très longtemps, malgré le fait qu'elle soit protestante d'ailleurs là-dessus, hein, avec John Knox notamment, elle a été très longtemps une des alliées principales de la France, une alliance de revers presque qu'on pourrait qualifier, par rapport justement au vieil ennemi anglais. Alors, comment est-ce que ça, la série le montre, principalement d'ailleurs dans la saison 2? Oui, tout à fait. C'est dans la saison 2, on le voit beaucoup, puisque la première moitié de cette saison, elle se déroule en France, où en fait Claire et Jamie ont été contraints de fuir. Et Jamie a l'opportunité de s'établir à Paris en remplaçant son cousin en tant que marchand de vin. Donc, une fois qu'ils sont établis, qu'ils ont construit leur clientèle, ils se disent que c'est vraiment le bon moment pour faire échouer les financements de la rébellion jacobite. Mais on se dit, pourquoi Paris, pourquoi la France? En fait, c'est pas anodin, puisque la France, c'est un des lieux privilégiés avec Rome des prétendants Stuarts qui étaient en exil. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, Jacques II d'Angleterre, quand il a dû partir d'Angleterre, il s'est réfugié en France. En plus, la France est un des grands soutiens de la cause jacobite avec la monarchie espagnole. Donc, ce qui est montré dans la série, c'est Bonnie Prince Charlie qui vient chercher du soutien en France en 1744 et il attend de la France d'avoir de l'argent, des armes et des bateaux. Le fait que la France elle soit représentée dans la série, ça me permet d'aborder l'aspect international de la rébellion jacobite. Parce que l'implication de la France là-dedans, elle n'est pas juste unique, elle n'est pas juste due à son amitié avec l'Écosse et son catholicisme. En fait, il y a une raison politique qui est plus grande derrière tout ça, parce que les prétentions de Bonnie Prince Charlie, elles s'inscrivent dans le contexte européen de la guerre de succession d'Autriche, donc entre 1740 et 1748. Et pour la France, si les Stuarts arrivaient à revenir sur le trône, ça voudrait dire qu'ils auraient des alliés sur le trône de Grande-Bretagne et ça renverserait la tendance puisque dans ce conflit de guerre de succession d'Autriche, la France et la Grande-Bretagne étaient dans des camps opposés. Donc il y a vraiment ça à prendre en compte, que la rébellion jacobite, elle s'inscrit dans un contexte plus grand et ce n'est pas juste une guerre civile entre les Highlanders catholiques et les Anglais. Donc, Bonnie Prince Charlie, quand il est en France, en plus de demander du soutien matériel à Louis XV, il cherche aussi à se tenir au courant des avancées des jacobites anglais. Et ça ne plaît pas du tout aux Français. Et cette recherche de soutien financier des jacobites anglais, elle est bien montrée dans la série avec le personnage fictif du duc anglais de Sandringham qui avait promis un soutien financier aux prétendants Stuart, mais qui va mourir sans honorer sa promesse. Mais on voit que malgré le fait qu'il y ait des jacobites anglais, que malgré le fait qu'il y ait des jacobites anglais, la France n'est pas très enthousiaste à l'idée que des Anglais fassent partie de ça. Ce qui n'est pas réellement retranscrit dans la série, au final, c'est l'aide qui est apportée par la France. Bon, c'est une aide qui est assez relative, mais Louis XV a quand même participé au financement de la rébellion et au moins 2 bateaux français ont été utilisés lors du voyage de Bonnie Prince Charlie en Écosse en 1745. Et en fait, Bonnie Prince Charlie, il a embarqué pour l'Écosse avec 3500 mousquets, 2400 épées longues, 20 pièces d'artillerie et 4000 louis d'or tout ça a été fourni par la France. On oublie aussi que les soldats français, il y avait des soldats français dans les rangs de l'armée jacobite lors des différentes batailles. Et des historiens ont fait le compte que lors de la bataille de Culloden en avril 1746, en fait, 1 soldat sur 7 aurait appartenu à des régiments français. Donc, c'est quand même pas rien. Et on le voit encore aujourd'hui, donc au mémorial de Culloden, il y a une pierre qui commémore ces troupes françaises qui ont combattu pour la restauration des Stuarts. Donc, au final, la série, elle montre pendant 7 épisodes les tractations de Bonnie Prince Charlie en France pour avoir du soutien. Mais dès que l'action ne se passe plus en France et que nos héros reviennent en Écosse,
les aides promises et ou apportées par la France, en fait, elles sont reléguées au second plan pour se concentrer plus sur cette vision écossaise de la cause jacobite. Elisabeth, ce personnage de Bonnie Prince Charlie, il est un peu falot aussi quand même présenté par rapport à ça. Alors, on sait que c'est aussi difficile de représenter quelqu'un qui est perçu par l'histoire, puisqu'on sait ce qui s'est passé, et Claire le sait par exemple, aussi comme quelqu'un qui va être un perdant. Mais comment est-ce que vous avez jugé, vous, la façon dont les showrunners l'ont mis en avant? Alors, avant de parler de la manière dont les showrunners ont interprété le personnage de Bonnie Prince Charlie, je vais un peu revenir sur sa vie pour qu'on comprenne bien qui il était. Donc, c'est Charles Edward Stuart, qui est plus connu sous le nom de Bonnie Prince Charlie, qui est un surnom affectueux qui lui a été donné par les Écossais. Et il est également connu sous le surnom The Young Pretender, donc le jeune prétendant, en opposition à son père qui était surnommé The Old Pretender, ou littéralement le vieux prétendant. Donc Charles Edward Stuart, il est né en 1720 à Rome, où sa famille en fait s'exila après avoir dû quitter la France, puisqu'en 1716, il y a eu une alliance franco-anglaise. Et donc, les Stuart ont dû partir. Charles Edward Stuart, qui est mort en 1788, c'est le fils donc, de Jacques-François Edward Stuart et de Clémentina Sobieska, qui est une princesse de Pologne. En fait, Bonnie Prince Charlie fait vraiment partie des figures historiques légendaires en Écosse, au même titre que son arrière-arrière-arrière-grand-mère Mary Stuart. Son image, elle a souvent varié en fonction des interprétations que les historiens ou que d'autres intellectuels ont pu avoir des rébellions jacobites. Mais après des siècles d'études, les historiens arrivent quand même à une sorte de consensus autour de sa personnalité, bien qu'elle soit encore débattue par les férus du jacobitisme, puisqu'il en existe encore. Donc Charles, en fait, c'était un homme très intelligent avec de réels dons politiques et militaires, même si sur la finalité, ça ne s'est pas vu. Il était également un très bon orateur qui savait user de son charme pour convaincre, ce qu'on ne voit pas trop dans la série, mais il avait vraiment un aura assez marquant. Et bien qu'il n'ait jamais mis les pieds en Écosse avant 1745, il était vraiment très patriote, apparaissant dans des bals avec des costumes typiquement typiques des Highlands. C'était quelqu'un qui était vraiment très déterminé, mais il faut aussi reconnaître qu'il n'avait pas un caractère facile. Il était souvent contrarié, il était très suspicieux et très autoritaire, et ça, on voit que ça lui a fait défaut, et c'est quand même assez bien représenté dans la série. Sauf qu'en fait, l'interprétation du personnage de la série, elle diffère quand même un peu de la réalité historique parce qu'on voit assez rapidement au langage du personnage dans Outlander, on voit qu'il utilise beaucoup l'expression « mark me » pour demander l'attention de ceux qui l'entourent et qui l'écoutent. C'est une caractéristique qui lui a été donnée, je ne sais pas si c'est présent dans les livres, mais en tout cas par les showrunners de la série, pour renforcer son côté autoritaire et autosuffisant. Mais une expression que Bonnie Prince Charlie n'a sûrement pas utilisée. Et globalement, dans la série, et les showrunners l'ont avoué, le personnage de Bonnie Prince Charlie, il est vraiment présenté comme étant une épine dans le pied de Jane et Claire, incapable, peu courageux. Enfin, on a vraiment une différence entre la réalité de Bonnie Prince Charlie et ce qui est montré dans Outlander. Et en fait, cette interprétation par les showrunners d'Outlander, elle n'est pas du goût de tout le monde parce que certains historiens, historiennes et les passionnés par les Jacobites trouvent que le personnage n'est vraiment qu'une caricature de qui était vraiment le prince. Et c'est une caricature qui dit s'être basée sur l'image que la dynastie des Hanovre, donc les rois de Grande-Bretagne, aurait encouragé au 19e siècle. Donc, on voit bien que globalement, Outlander, elle est beaucoup basée sur des interprétations qui commencent un peu à dater. Mais Bonnie Prince Charlie, comme le jacobitisme, il est encore sujet à des débats historiques et idéologiques. Et il est toujours en Écosse un personnage fascinant et son héritage est encore très présent. Notamment, on le voit dans les chansons qui sont apprises aux enfants, comme la Skyboat Song, qui a été écrite à la fin du 19e siècle, qui raconte le voyage de Bonnie Prince Charlie jusqu'à l'île de Skye après sa désertion à Culloden. Et si je parle de cette chanson, c'est parce qu'elle a été reprise pour le générique d'Outlander. Ils ont transformé les paroles, mais c'est vraiment encore une marque
de cette présence de Bonnie Prince Charlie dans l'histoire de l'Écosse. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire, Elisabeth, finalement, sur ces 2 premières saisons d'Outlander, telles que par rapport à l'histoire, bien sûr, et puis par rapport à ce qui se passe en saison 3, vous l'avez dit, hein, le tout premier épisode concerne encore cette histoire-là, puis on voit qu'on bascule vers autre chose et qu'on va aller vers les colonies, d'abord dans les Antilles, puis vers les colonies américaines qui sont le cœur des saisons 4, 5 et la saison au moins 6 à venir. En résumé, alors, les épisodes 1 et 2 sur l'Écosse, on en retient quoi, Elisabeth ? C'est une série qui est bien faite, il y a une justesse historique malgré quelques écarts qui résultent en fait de choix scénaristiques justifiés, comme on l'a vu pour les procès de sorcellerie, et une vision assez romantique des Highlands et des Jacobites. On donne la place en fait à une explication de ce qu'était la société écossaise dans les Highlands au XVIIIe siècle, parce que on aurait pu penser que cette série était très cliché avec les beaux paysages, les châteaux, les kilts, la cornemuse, tout ce qu'on pense de l'Écosse quand on y pense comme ça. Mais c'est quand même plutôt bien fait et ça a apporté vraiment à l'Écosse. J'aimerais évoquer très rapidement le phénomène Outlander dans la réception en fait de l'histoire écossaise et le tourisme en Écosse. Donc, comme on l'a dit, l'Écosse a toujours été un pays attractif par ses légendes, ses paysages, ses figures historiques qui en ont fasciné plus d'un. On pense à William Wallace, Robert the Bruce, Maria Stuart. Et en fait, ce qui fait le succès d'Outlander, c'est qu'elle réunit toutes les composantes de ce cliché écossais un peu, donc les légendes, le folklore, le paysage, l'histoire, mais elle le fait bien en fait. Et je ne pense pas me tromper en disant que cette série a influencé quand même un grand nombre de sujets de recherche sur l'Écosse, dont j'en suis l'exemple même, mais parce qu'elle a su mettre en lumière l'histoire de l'Écosse qui était alors peu connue du grand public, mis à part l'histoire des 3 grands personnages que je viens de citer. Il y a vraiment eu cette mise en lumière, mais du coup, ça a impacté un autre domaine qui est le tourisme. Parce que d'après une étude menée par l'organisme Visit Scotland sur l'impact de la série sur le tourisme en Écosse, on voit qu'il y aurait 700 000 touristes qui auraient été influencés par un programme télé pour venir visiter l'Écosse et beaucoup par Outlander, qui est l'un des plus populaires en ce moment et un des plus récents. L'une des attractions les plus populaires chez les fans d'Outlander, c'est le champ de bataille de Culloden, qui est dans le nord de l'Écosse, à côté d'Inverness. Et les guides pourront vous dire vraiment qu'ils ont vu une augmentation considérable du musée, de la fréquentation du musée du champ de bataille depuis la diffusion de la série. Et il y a des personnes qui vont même poser des fleurs sur la pierre commémorative du clan Fraser. Donc vraiment, cette série a un impact sur le tourisme et donc par conséquent sur l'apprentissage de l'histoire du pays à travers la visite des lieux emblématiques et de l'histoire du pays et vraiment cette connaissance. Donc c'est un cercle vertueux au final parce que cette connaissance, elle passe par la diffusion de la série qui est juste historiquement, puis les touristes vont aller visiter les lieux de la série, plus ils vont vouloir apprendre l'histoire de l'Écosse. Enfin, c'est quelque chose qui est assez bien fait et qui est très dynamique. Et pour conclure, je voudrais dire qu'avant, en Écosse, dans les boutiques souvenirs, il y avait beaucoup de tartans et beaucoup d'objets Harry Potter. Et maintenant, on trouve énormément de goodies d'Outlander. Elisabeth Rebeillet-Borgela, merci beaucoup pour cette évocation des saisons 1 et 2 de Outlander, donc qui sont centrées sur l'Écosse. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast, une bibliographie indicative qui se trouve sur la page de l'émission sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis celles et ceux qui voudraient continuer la discussion sur Outlander, sur l'Écosse avec nous, n'hésitez pas à rejoindre notre fil Twitter @histoireensérie ou de nous retrouver sur le groupe Facebook Histoire en série. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de notre partenaire nonfiction.fr sur laquelle vous retrouvez tous les résumés des émissions et les liens pour aller écouter le podcast vers les grandes plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Elisabeth Rebeillet-Borgela, merci beaucoup et puis peut-être à bientôt pour une autre série sur l'Écosse ou ailleurs. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.